Nous sommes toujours avec les deux journalistes, Joa Talaké, Germain Pouli, et puis l'homme politique du FDR, Coran Binafam. On analysait cette décision des autorités françaises qui ont déclaré persona non grata Nathalie Yama. On était avec Coran Binafam, le politique. Alors la question, elle a été posée. Ce sont les guerres entre les puissants qui se jouent finalement en Afrique. Oui, tout de suite, mon frère Talaga avait dit quelque chose d'important. Il faut insister sur ça. Il dit il est important aussi que la France aussi ne voit pas en tous les panafricanistes des gens pro-russes. Oui, il y a des gens qui le font d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont dans le conformisme, ils suivent le vent, qui ne sont pas forcément manipulés par la Russie. Mais quand la France pense que Nathalie Yam est une pro-russe et qu'elle serait payée par la Russie, bon, ils ont des éléments. Nous, on ne peut pas dire ça. Éléments, oui. Mais ce qui est sûr, tout le monde sait qu'en 2019, Nathalie Yamba a été invitée au sommet de Tchétchi, qui s'est tenu en Russie. Donc, sur cette base, la France peut penser qu'elle est soutenue par la Russie. Et dès que son discours aussi va à l'intention de dire qu'il faut chasser la France, et après on voit les drapeaux russes qui sont brandis ici et là, ils peuvent aussi analyser ça comme ça. Mais est-il dit que c'est vrai? Il y a, qu'on le veuille ou pas, il y a une guerre informationnelle entre la Russie et la France en Afrique. Chacun veut prendre l'Afrique comme sa zone d'influence. Et c'est là-bas même que je déplore le comportement de certains panafricanistes. Mais pourquoi les gens, le panafricanisme ne consiste pas à changer un maître pour un autre? Ouais. Notre lutte doit être une lutte Pour l'Afrique. de nous épanouir et d'être souverains. Et être indépendant et signer des accords avec. Donc moi, quand je dis, les gens disent chassons la France pour la Russie, je dis non. Si on n'est pas d'accord de ce que la France fait, prenons notre indépendance de façon totale. Mais ne quittons pas un maître prétendu mauvais pour un maître qui serait mauvais. Encore que ceux qui critiquent certains sont en France, mais est-ce que s'ils étaient en Russie, ils pourraient critiquer la Russie? C'est aussi cela la Donc, question. au-delà de toutes les reproches, ou bien de tous les reproches, excusez-moi, je ne me rappelle pas, au-delà de tous les reproches qu'on peut, au-delà de tous les reproches qu'on peut faire à la France, mais comprenez, voyons au moins que la France laisse les gens qui sont détenteurs de la nationalité française la critiquer de façon vulnérante et même au nom des droits de l'homme, tout n'est pas permis. En France, quand vous êtes traite à votre nation, on peut vous déchoir de votre nationalité. Donc moi je crois que pour revenir encore à cette décision, elle n'est pas mauvaise, il faut que les gens s'assument. Sinon, il ne faut pas que nous, les gens nous utilisent pour faire une guerre qui ne nous concerne pas. C'est-à-dire que la France et la Russie qui se battent en Afrique, les Africains devaient chercher à tirer leur épingle de jeu en profitant de ces moments-là pour s'émanciper définitivement, plutôt que de dire quittons un maître pour un autre. C'est ça que moi je ne comprends pas. Avant de retrouver Germain Pouli, j'ai une question à vous poser. Nathalie Yam était proche d'un politique que vous admirez beaucoup, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Oui, Nathalie Yam était, au temps où Gbagbo était au pouvoir, elle était avec Gbagbo, plus précisément avec, à l'époque, celui qui était le dieu des dieux du régime du pays, Mamadou Koulibaly, même si, si après la perte du pouvoir, il a vite quitté le camp Gbagbo, mais c'était lui, le dieu des dieux, qui a refusé de signer les accords de Marcoussis. C'est ce que les gens oublient. Nathalie Yambe était très proche de Mamadou Koulibaly et de Gbagbo. Bon, après, leurs chemins se sont séparés, mais je sais que elle est en bon terme avec Mamadou Koulibaly parce que je l'ai vu représenter le parti de Mamadou Koulibaly à Dakar en 2015 où j'étais moi aussi. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, Germain Pouli, même question à vous également. Les guerres entre les puissants se jouent en Afrique à travers cette décision des autorités françaises. On voit que c'est une décision qui est prise à l'encontre de la Russie. Oui, la France est assez claire sur le sujet. C'est la Russie qui est derrière le sentiment anti-français qui monte aujourd'hui. Et la France n'est pas seule. Vous vous rappelez, il y a quelques années, lors de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les Américains avaient dit que c'était les Russes aussi qui étaient derrière cette élection et qu'ils savaient utiliser les réseaux sociaux pour façonner
les choses à leur manière. Donc c'est un peu la même chose ici. Et quand on voit, comme l'a dit M. Binafam tout à l'heure, on dit de chasser les Français, et juste à côté où les mêmes personnes qui le disent brandissent le drapeau russe. Et quand certains s'attaquent à la France dans des termes qu'on ne peut pas imaginer, vous savez, on n'est pas d'accord avec tout ce que la France fait ici, mais on le dit d'une certaine façon, on ne va pas appeler à la haine contre les Français. Il y a même peu de différence entre les Français et la France. Certains hommes politiques font attention en disant on n'a rien contre les Français. C'est les dirigeants français qu'on n'aime pas. Mais il y en a qui ne font pas cette différence, qui cultivent carrément une haine anti-française, qui vont même jusqu'à s'attaquer aux intérêts français. Verraient certains même lancer des fatwas contre les entreprises françaises, par exemple, un certain nombre de choses. Je crois que c'est un peu exagéré. Et dans tout cela, on ne voit pas l'intérêt de l'Afrique. On voit que les gens se battent pour des puissances étrangères. La France, on se dit, bon, elle a ses médias pour manipuler l'opinion, entre CRIF, RFI, France 24, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les Russes ont dit qu'ils ont pris en charge les réseaux sociaux et ils ont réussi. Donc la France, aujourd'hui, organise la riposte. Elle l'a dit assez clairement. Et donc, comme je le disais, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et nous, pendant ce temps, on se dit, bon, il faut chasser les Français, il faut faire venir d'autres, qui sont les Russes. Que eux, c'est mieux. Mais au bout de peut-être 10 ans, 30 ans, je ne sais, 40 ans, 50 ans, on va dire, bon, chassons les Russes, ramenons les Français, ou allons vers les Indiens, Allemands, ou les Chinois, ou les Turcs, et tout ça. Non. Il est temps que nous-mêmes, on prenne les choses en main. On se dit, bon, chassons ceux-là, tournons-nous vers d'autres. Or, je crois que le discours qui devait être le plus valable, c'est de diversifier les partenaires. Si on estime que la France a la majorité des partenariats en Afrique, on peut les diversifier. Aujourd'hui, la Chine est là, avec des partenariats un peu plus justes que ceux qu'on a traditionnellement avec les Occidentaux. Il y a les Indiens qui sont là, il y a les Turcs qui sont là, il y a un certain nombre de pays qui proposent autre chose. Il y a des pays, comme le Togo, on ne le dira pas assez, qui a fait son entrée dans le Commonwealth récemment, qui traite avec la Turquie, la Chine, l'Inde et tout ça, sans pour autant crier qu'il faut chasser les Français. Mais les pays ont le droit de diversifier les partenaires. Et c'est ce que le Mali, le Burkina et autres devraient faire ou accentuer. Je suppose qu'ils le font déjà, mais ce n'est pas assez accentué. Mais que de dire de chasser les Français? Non. Et même quand la question du CFA s'était posée, les gens s'accrochaient tellement à cela que Macron a dit, mais vous pouvez sortir du franc CFA. Et depuis que ce feu vert a été donné, est-ce qu'il y a encore des Africains qui parlent de sortir de ce franc CFA? Donc nous sommes encore dans la même erreur. Mais si nous pensons qu'on a intérêt avec d'autres, on n'a plus intérêt, la France ne nous arrête pas. Mais nous donnons l'impression, parce qu'on est incapable de faire certaines choses, on dit que c'est la France qui bloque. Dire, mais le Togo fait des choses aujourd'hui, mais le Togo c'est un pays francophone. Il a adhéré au Commonwealth, est-ce qu'il y a eu un problème? Non. Le Togo a des accords avec d'autres pays différents de la France. Quand vous prenez les investissements au Togo, il y a plusieurs pays qui investissent. Donc il ne faut pas donner l'impression que tous nos problèmes se résument à la France et que la France doit partir avant que les choses n'aillent. Je pense que c'est un discours assez malhonnête. C'est vrai que les hommes politiques sont un peu plus responsables, mais les activistes, là, il n'y a aucune retenue. Et malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise information, ce qui fait que tout ce qui est publié, pour le commun des mortels, c'est vrai. Si c'est faux, on ne va pas le dire. Personne ne peut venir s'afficher et dire des choses si elles sont fausses. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, et la France
Je pense que demain, on va peut-être assister à l'émergence d'autres activistes pro-français sur les réseaux sociaux, parce que ce qui se fait aujourd'hui, que la France c'est est en un train peu de ça. préparer sans doute Et peut-être, mais cette décision, c'est un peu aussi pour freiner ces gens-là qui sont malhonnêtes, qui disent mais la France est mauvais, ils vont se soigner en France, ils vont étudier en France, ils envoient leurs enfants en France, leurs femmes passent leurs vacances en France, ils ont des dossiers au consulat de France, et c'est malhonnête en réalité. Si, c'est vraiment malhonnête, je pense que c'est pour ça que c'est peut-être pas pour forcément Nathalie, hein, mais c'est pour lancer un signal pour dire, mais vous qui prétendez sur les réseaux sociaux que nous ne sommes pas bons, que vous ne nous aimez pas, alors que vous avez des intérêts chez nous, nous allons les bloquer. C'est peut-être le message pour que les autres aussi se disent, ah, je peux attaquer la France, mais pas aller jusqu'à un niveau. La France dit simplement, vous cultivez la haine et la violence contre la France et les citoyens français, les emblèmes de la France. Et ça, quand même, c'est assez grave. Il faut être honnête, il faut attaquer la France, mais en même temps, l'attaquer dans les limites de ce qui peut être dit, de ce qui peut être fait. C'est vrai aussi qu'encore une fois, on peut accuser un peu la France parce que tous ces pays occidentaux aujourd'hui qui se plaignent de la Russie, pendant longtemps, ils ont dominé les médias. Ils ont véhiculé les informations qu'ils voulaient, qui n'étaient pas forcément vraies. Aujourd'hui, les gens prennent leur revanche aussi sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est sans respect. C'est eux qui sont piqués. Voilà. Non, mais c'est un peu plus violent sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas encore de législation applicable en tant que telle, strictement applicable. Et ça fait que tout le monde peut dire n'importe quoi et croire qu'il est libre de le dire. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Mais certains ont des procès un peu partout dans leur pays d'origine. Mais lui, il est quelque part à l'étranger. Il croit que Facebook, WhatsApp et tout ça, on peut tout dire. On peut attaquer les autres impunément, même dans leur intimité. Je parle même des personnes qui ne sont pas connues. Hein. Donc, tous ces les gens ont porté plainte. Et demain, ce n'est pas exclu que tous ceux-là qui se présentent comme influenceurs ou activistes et qui pensent qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de retenue, qu'ils fassent attention. Ce n'est pas par rapport à la France, mais c'est par rapport globalement à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Allez, on va quitter Paris pour Ouagadougou au Burkina Faso et parler de ces assises nationales qui sont tenues le 14 et le 15 octobre dernier pour désigner le président de la transition. Et c'est Ibrahim Traoré, auteur du pour du contre d'Amiba, qui est désigné. Une surprise pour vous, joie comme Italaki? Non, pas vraiment. Une surprise, je ne crois pas, parce que si vous avez suivi les faits depuis le 30 septembre et tout, vous allez justement vous rendre compte que cette confiance accordée à Traoré n'était que juste des formalités. Parce que quand déjà à la veille des assises, vous vous rendez compte que dans certaines villes, le peuple ou une partie des gens manifestaient pour essayer donc de demander qu'on maintienne celui qui a fait le coup d'État au pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que c'était juste qu'une certaine formalité et que ceux qui étaient invités à ces assises n'avaient pas, en quelque sorte, une liberté totale sur les décisions qui seront prises. Parce qu'au même moment, ils craignaient que s'ils décidaient autrement que ce qui scandait les manifestants et tout, qu'adviendrait-il? Et donc, pour moi, ce n'est qu'une confirmation. Mais au-delà de cette confirmation, je voudrais simplement m'interroger à savoir quel est le rôle principal de Traoré face à l'exigence ou aux exigences donc, de cette population. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est une tâche ou des tâches qui sont énormément sur sa tête. Et que pour moi, à mon humble avis, s'il avait légué ce pouvoir à une autre personne pour assumer cette transition, ça aurait été carrément une très bonne chose. Parce que
nous savons tous ce qui peut arriver lorsque vous êtes, on vous donne toute la confiance et que au cours de votre chemin, vous n'arrivez pas à satisfaire toutes ces exigences. Et donc, on risque d'être dans un cercle infernal qui va toujours aboutir à certains coups qu'on ne le souhaite jamais. Donc ici, il faut quand même interpeller Ibrahim Traoré dans ses manières ou dans la grande responsabilité que lui est conférée le peuple, pour qu'il ne puisse pas simplement dire que non, aujourd'hui j'ai tout, il a 34 ans, c'est bien vrai, et il a la confiance du peuple et tout, mais c'est vraiment un poison qu'on a mis devant lui. Il faut qu'il fasse énormément attention. Pour qu'il ne soit pas viré, comme aussi il a viré Damiba, puisque tout est possible en fait. Alors, comment vous pouvez comprendre le langage de Ibrahim Traoré? Je me souviens encore quand il a fait le push, il dit, moi, issu de passage, c'est juste un petit temps, on va organiser les assises pour désigner le président de la transition. Ben, heureusement ou malheureusement, c'est lui qui est devenu le président de la transition. Bon, en fait, en réalité, il vient déjà de se dédier. Et ça ne sera pas de bon augure. En réalité, il avait laissé entendre, il était un peu très formel, que les assises avaient pour objectif de désigner un président civil ou militaire. Et on lui a demandé, vous allez rester? Il dit, pourquoi rester? Mais sauf que c'est une partie du peuple finalement qui souhaite... Oui, je viens. Bon, c'est juste pour dire qu'en réalité, comme l'a dit M. Talaké, en fait, les assises, c'était un peu de la comédie. En fait, c'était de l'habillage. C'est pour ça que parfois, je ne comprends pas, nous, les politiques, et ceux qui se disent de la société civile. Quelqu'un a fait coup d'État, laissez-lui. Pourquoi nous, on va aller dire que, bon, donner l'impression que c'est nous qui lui donnons le pouvoir, alors qu'il détient son pouvoir des armes? C'est ça, je ne comprends pas. Vous voulez parler de ceux qui ont participé aux assises? Oui, bien sûr. Parce que les assises, non, ça a été un peu de la cosmétique. Oui, donc c'est un peu du vernis. En réalité, le gars détient son pouvoir des armes. Et comme qui a désigné les gens? Le président du comité d'organisation, c'était un colonel. Tu comprends ce qu'on appelle colonel, non? Et donc ça veut dire qu'ils ont choisi les gens qui vont venir les applaudir. Donc en réalité, pour moi, les assises n'ont servi à rien. Et moi, je constate que Ibrahim Traoré, déjà, 2 semaines après, il se dédie. Et c'est grave. Parfois, quand les gens font coup d'État en Afrique, les gens prennent l'exemple de Thomas Sankara et de Raoul Lise pour dire oui, il faut on le voit, le faire comme tombe de Thomas Sankara. Oui, bon, tout ça, c'est pour flatter les gens. En réalité, il s'est dédié. Ce n'est pas comme ça Thomas a fait. Jerry Long, quand il a fait le coup d'État, il a remis au civil, il a attendu. Il a attendu longtemps qu'il déçoive avant de revenir. Donc, en réalité, pour moi, les assises, bon, ça a été, à mon avis, les assises n'avaient aucun pouvoir. C'était juste pour constater. En tout cas, je serais burkinabé que si j'avais été invité, je ne serais pas allé. Parce que ça a été un peu de la cosmétique. Maintenant, moi, le coup d'État, il était évident. Hein. Moi, j'avais dit à des amis, 2 mois avant qu'on va faire coup d'État à Damiba. Parce qu'ils étaient très incapables. Ouais. Ils étaient très incapables. Et ils narguaient les Burkinabés à aller faire venir Blaise Compaoré. C'était la profanation de la tombe de Thomas Sankara. C'est inacceptable. C'était prévisible. Mais en même temps, celui-là, mais depuis qu'il a pris là, il y a une ville qui est depuis là, coupée du moins sous blocus. Des djihadistes, non. Mais il fait quoi? Il se promène à Ouaga en tenue militaire. Dimanche, mais il y avait 12 morts, si les infos sont confirmées. Mais pour montrer qu'il est différent de Damiba, mais pour parler comme Mobutu, même s'il faut signer un accord avec le diable, mais il faut lever le blocus là. Il ferait mieux d'aller lever le blocus là que de parader à Ouaga. Moi, je ne comprends rien de tout ça. Est-ce que ce n'est pas aussi trop tôt de déjà... Qu'est-ce qui est trop tôt? Qu'est-ce qui est trop tôt? Est-ce que c'est trop tôt d'organiser les assises pour se faire adouber? Est-ce que pour aller chasser, si le Burkina n'a pas d'avion, n'a pas d'armée solide, est-ce que les armées de la sous-région ne peuvent pas signer un accord avec eux pour lever le blocus? Comment une armée... On va déjà commencer par dire qu'il traite avec... Mais comment dans un pays... Ou encore d'autres... Comment dans un pays normal, il y a une armée, des djihadistes à moto font le blocus d'une ville et puis parade à Ouaga? Oh, arrêtez ça. Germain Pouli, si je ne me trompe pas, vous faites partie de ceux qui avaient... dit que ces assises sont une sorte d'habillage, comme il a dit tout à l'heure, une sorte de comédie. Est-ce que vous restez sur cette même ligne, puisque finalement c'est Ibrahim Traoré qui est choisi président de la transition de ce pays? Oui, non, c'était clair. Quand vous faites un coup d'État déjà,
Et quand deux camps issus d'une même base ont failli en arriver à s'affronter, vous vous accrochez, ce que vous tenez vraiment à diriger. Et quand vous voyez les reproches qu'on faisait à Damiba, voilà, c'est des gens, des colonels qui sont arrivés, qui se sont vite enrichis, qui ne s'occupent pas de l'essentiel pour lequel ils étaient là et tout ça. Vous comprenez que aujourd'hui nous sommes en face d'une catégorie d'officiers qui ont le goût du pouvoir, qui veulent le prendre et l'exercer, comme par le passé, un peu avant les années 90, où on arrivait à s'asseoir longtemps après avoir fait un coup d'État. Et donc, ces assises-là, quand il dit on va mettre un civil, un militaire, c'était pour calmer la tension. Les gens se disaient peut-être qu'on va faire revenir Kaboré parce que lui, au moins, il a été élu. Si on parle de civil, on ne peut pas choisir quelqu'un comme ça dans la nature. C'est ramener quelqu'un qui venait d'avoir un mandat et qu'on a écourté par un coup d'État. Et maintenant, on dit ou un militaire, s'il était capable de mettre un de ses chefs, je ne pense pas que son unité, le Cobra, allait lui faire allégeance et le présenter comme président de cette transition-là. Donc après, la réalité, c'est que nous sommes en face de militaires qui connaissent bien la politique, qui savent comment utiliser les populations, on dirait même de véritables leaders de partis politiques, parce que la stratégie était bien huilée, c'est qu'il faut une onction populaire, même quand on ne sort pas des urnes. Il faut faire croire que c'est le peuple qui nous choisit. Donc on prend des représentants de toutes les composantes, des gens, on les a écoutés à ces assises, ils étaient tous orientés. Et au moment de choisir, il n'y avait pas d'autres candidats que lui. Donc on ne voit même pas la personnalité civile dont il avait parlé. Au moins, on aurait pu proposer une personnalité civile. Il aurait pu faire semblant. Et qu'à la fin, on dise que le choix pas finalement... même un militaire, au moins trois personnalités. Voilà, non, au moins lui militaire, c'est pas grave. Il peut continuer par incarner l'aspect militaire, mais on aurait pu proposer un civil, comme lui-même avait dit, entre les deux. Et que les gens qui sont réunis disent non, mais pas de civils, on préfère que les militaires continuent. Donc après, la réalité aussi, c'est que vous ne pouvez pas faire un coup d'État comme ça et le remettre aussi facilement à une autre personne. Donc au moins, avec Traoré, on estime qu'il a une vision, ce qui n'était pas le cas de Damiba, qui donnait vraiment l'impression d'être parachuté au pouvoir parce qu'il n'avait rien a proposé au Burkina. Il se comportait déjà comme un président lui-même. Voilà, il est venu, et il n'a rien devant, et à la fin, il met même en place un cadre pour orienter la transition. Ce qui était très grave, ce qui, je pense même que c'est l'une des raisons qui a précipité sa chute. Ça veut dire que lui-même n'avait aucune orientation pour la transition en chassant Kaboré. Et c'est maintenant qu'il réunit des gens, dans plusieurs proches de Kaboré et tout ça, pour orienter. Donc je vois que maintenant, avec Ibrahim Traoré, on espère que lui au moins, comme Goïta ou Doumbouya, il a une idée de la transition qu'il veut mettre en place et qu'il respectera aussi la durée de la transition pour que très rapidement le pouvoir revienne aux civils après le défi pour lequel il est là, c'est la sécurité. Et là, je suis d'accord avec M. Binafam parce que c'est vrai qu'il a fait une réunion avec les secrétaires généraux des ministères pour demander une célérité dans la gestion des dossiers. Mais là encore, on l'a vu aller un peu dans tous les sens. Il n'est pas resté sur les questions sécuritaires. Donc, il parle un peu de tout, comme quelqu'un qui a un mandat normal, qui a tout son temps pour régler les problèmes du pays, alors qu'il a fait le coup d'État pour régler les questions sécuritaires. Donc là encore, c'est un peu lent. Bon, on ne va pas quand même trop lui mettre la pression, mais on ne voit rien venir quand même. On ne va rien venir. Et s'il est dans cette logique, c'est pas surprenant qu'au bout de 8 mois, qu'il se retrouve dans la même situation que Damiba, avec les mêmes risques aussi qui planent sur sa tête. Alors, on se souvient de cette phrase, pourquoi continuer
Il avait dit à RFI, juste après le coup d'État, c'était 24 heures après le coup d'État, assurant que sa priorité était la lutte contre le terrorisme et le développement du Burkina Faso. Finalement, Joachim Italaké, vous pensez que Ibrahim Traoré, on a vu les manifestations partout au Burkina Faso, c'est finalement le choix du peuple? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Le choix du peuple, c'est trop dire parce que le peuple, entre parenthèses, et il faut aussi faire quelques bribes d'informations ici pour dire que même sur la forme même de ces assises, il y avait une sorte de déséquilibre au sein donc des 354 personnes qui ont participé à ces assises-là. Et il faut rappeler qu'il y avait près de 190 personnes qui étaient du côté des forces du MPSR. Et au même moment, la société civile, globalement, dans son ensemble, sur les 354, il n'y avait que 2 personnes, 2 représentants de la société civile et les partis politiques qui avaient pris quand même une grande majorité. Donc, surtout la question de la société civile, qui est en même temps une section du peuple lambda, n'a pas été suffisamment représentée au cours de ces assises. Donc, c'est ce qui m'amène à remettre en cause le fait de dire que c'est le choix du peuple, plutôt que peut-être c'est un choix, en tout cas stratégique, pour lui permettre de pouvoir assurer les intentions qu'il a réellement par rapport à ce qu'il veut faire en faisant ce coup d'État. Il faut déjà, comme l'a dit M. Germain, il faut déjà regarder Traoré à travers les actes qu'il a commencé déjà par poser. En ce sens qu'il fait des réunions avec les secrétaires généraux pour essayer donc de leur instruire sur certains dossiers qu'il juge prioritaires pour qu'on puisse relancer le développement du pays. Alors, moi, j'aimerais plutôt que ces actions soient tournées vers la sécurité. Ceci permettrait à la population de pouvoir dire bon, parce tiens, que c'est ce qui est primordial. En fait, c'est ce qui l'a amené au pouvoir. C'est ce qu'il voulait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, un président n'a pas la magie de donner à manger à toute la population togolaise. C'est pas possible. Et donc, il pouvait plutôt faire en sorte que la sécurité soit sa priorité des priorités. Donc, il a cette magie au moins. Il pouvait l'avoir. S'il ne l'a pas, c'est parce que il pouvait avoir. Et il peut l'avoir aussi parce qu'il s'est jugé ultime de pouvoir assurer cette sécurité en faisant coup bas à son proche, à Damiba. Donc, s'il l'a fait, c'est parce qu'il est capable de l'assumer. On va marquer la pause pour le journal. Je vous promets, on peut continuer un peu, toujours avec ce sujet portant sur le Burkina Faso et surtout les assises qui ont désigné Ibrahim Traoré comme le président de la transition. La pause s'impose, le journal, et puis on revient pour la suite. La pause s'impose. La pause s'impose. La pause s'impose. Non, en fait